Bienvenue dans notre 11e webinaire lundi de prostitution et société, qui est donc organisé par la rédaction du journal de la revue trimestrielle du Mouvement du Nid, Prostitution et société, qui existe depuis plus de 50 ans et dont le dernier numéro, le numéro 216, est consacré à l'action de terrain du Mouvement du Nid. Voilà, donc les webinaires, vous pouvez, une fois qu'on aura terminé, ils sont enregistrés et donc vous pouvez les re-regarder ou les partager avec vos amis sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube du Mouvement du Nid, dans la playlist qui est consacrée. Je vais vous mettre les liens. Voilà, je vous mettrai aussi le lien de l'abonnement à la revue, parce que voilà, c'est aussi ça qui nous permet de continuer à apparaître après toutes ces années. C'est plus si courant les revues papier. Et au-delà de la revue papier, bien sûr, il y a notre site mouvementdunit.org. Alors, comme ce soir, je vais faire aussi la petite mécanique, je vous mettrai tous les liens d'un coup dans la conversation que vous avez à droite de votre écran. En revanche, vous pouvez bien sûr toute la soirée poser des questions, mais pour cela, l'idéal, c'est de les mettre non pas dans la conversation. Hein, vous pouvez dire bonjour dans la conversation, sauf qu'elle ne doit pas vous être ouverte pour l'instant, je vais l'ouvrir. Mais dans les questions-réponses, vous écrivez les questions et on tâchera d'y répondre. Voilà, donc normalement, le chat est ouvert maintenant. Donc ce soir, je suis très heureuse et toute la rédaction et tout le mouvement du Nid est très heureux de recevoir Hélène Devinck. Donc Hélène Devinck est l'autrice d'Impunité, paru aux éditions du Seuil il y a 1 an à peu près. Et donc elle a accepté, on est très contente de venir parler de ce livre qui est très très important pour nous parler de l'impunité des agresseurs et en particulier des agresseurs célèbres. Celui dont on va parler ce soir, c'est PPDA. Et Catherine Lemaguerès, que vous connaissez certainement, puisque c'est elle qui avait fait le premier lundi de Prostitution et Société, donc qui est juriste et autrice de Les pièges du consentement aux éditions X, et également avec nous pour co-animer et discuter avec Hélène. Voilà. Donc Hélène, vous êtes journaliste et scénariste. Vous avez travaillé pendant 20 ans au sein du groupe TF1 et pendant 2 ans, donc de 91 à 93, vous avez été l'assistante de Patrick Poivre d'Arvor, qui était le présentateur du journal. Voilà, 91 et 93, moi ça me parle aussi, puisque c'était les années où j'étais en école de journalisme à Lille. Voilà. Et donc, Impunité, c'est votre premier livre et vous avez souhaité l'écrire pour parler de cette affaire PPDA, puisque vous avez été l'une de ces trop nombreuses victimes, ce qui a été tué et silencié pendant des décennies. Alors pour présenter le livre, je vais vous lire la 4e de couverture, qui est signée Hélène d'Hélène. Comme moi, plusieurs dizaines de femmes ont cru que l'époque rendait caduque notre condamnation au silence et possible celle de notre agresseur, l'un des hommes les plus connus de France. Ça n'est pas ce qui s'est passé. On a été classés sans suite, mais nos bulles de solitude ont éclaté. On s'est rencontrés, racontés, soutenus. On s'est fait la courte échelle pour surmonter les murs de découragement. On a parlé plus haut, plus nombreuses, et vous continuez à le faire, et il faut toujours encore lutter contre le découragement, puisque c'est toujours aussi difficile d'être entendu, écouté peut-être. Alors je trouve que cette 4e de couverture, elle dit bien un peu tous les sujets qu'on voulait un petit peu aborder ce soir. C'est à la fois comment la stratégie de l'agresseur se referme sur les victimes, permet leur impunité, comment tout l'environnement permet leur impunité, et qu'on puisse aussi discuter un peu du silence qui est imposé, de la façon de faire que les femmes soient enfin écoutées ou pas. Et ça, voilà, ça montre bien tous les obstacles et aussi éventuellement, avec l'idée de femmes qui parlent ensemble, les espoirs qu'on peut avoir pour que ça change. Voilà, donc vous avez écrit ce livre pour contrer l'impunité de PPDA, donc qui était un peu le présentateur tout puissant pendant je ne sais combien d'années, et je ne veux pas le savoir. Et
et il continue de bénéficier de cette impunité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, voilà, pourquoi le livre, il arrive à ce moment et comment il est construit? Et puis peut-être aussi donner quelques éléments pour, les personnes qui ne seraient pas sur l'affaire. Alors, pour les plus jeunes qui nous regardent, peut-être qu'ils ne connaissent même pas Patrick Poivre mais enfin, pendant longtemps, ça a été le journaliste préféré des Français. C'était, comme on entend encore aujourd'hui, par exemple, pour Stéphane Plaza sur M6, la poule aux œufs d'or de TF1. Ce qui s'est passé, c'est qu'en début 2021, Florence Portel a porté plainte pour viol. Et lui, derrière, il est allé à Quotidien, une demi-heure, une interview sans contradiction aucune, dire qu'il n'avait jamais été innocent comme un agneau, qu'il n'avait jamais forcé personne, que ça l'était folle, que jamais il avait violé personne. Or, moi, je savais qu'il mentait. J'étais bien placée pour le savoir. Donc, dès le lendemain de cette émission, j'ai appelé les enquêteurs chargés de cette enquête. Et je lui ai dit, c'est vieux, c'est prescrit, je ne sais pas si ça vous intéresse. Et il m'a dit, vous n'avez aucune raison de mentir. Et donc, il m'a convoqué pour que je vienne témoigner. Et puis, derrière, il y avait aussi, est-ce que j'allais parler publiquement ou pas? Il y avait des journalistes qui me demandaient de le faire. J'ai beaucoup hésité. Et puis, il y a eu une journaliste du Monde qui s'appelle Lorraine de Fouché qui m'a convaincue. Et donc, voilà, j'ai témoigné dans le Monde. Et en fait, ce livre raconte un an, à partir du moment où j'ai témoigné publiquement et jusqu'au moment où j'ai fini le livre. Et dans cette année, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai rencontré, je crois que dans le livre, je cite une soixantaine, mais enfin, celle dont je raconte l'histoire, il y en a une vingtaine. J'ai rencontré des femmes qui avaient connu les mêmes déboires, qui étaient agressées ou harcelées par Patrick Poivre d'Arvor. Et c'est un livre qui raconte comment on a construit ensemble notre stratégie pour le contrer. D'accord, et donc le livre, il est construit de telle façon qu'on fait connaissance avec chacune, des femmes? Alors ça, c'est très important, c'est-à-dire que dans toutes ces histoires, souvent, on ne voit que l'agresseur. Il n'y a que ça qui intéresse et on fabrique un monstre. On dit celui-là, il ressemble à personne, celui-là, vraiment, il a exagéré, alors que les autres non. D'ailleurs, quand j'ai témoigné, une des choses qui m'a surprise, c'est que presque dans chaque conversation, tous les hommes, à chaque fois qu'il y avait une conversation là-dessus, me disaient moi, je ne suis pas comme ça et on ne peut plus draguer. Je me dis, mais pourquoi ils imaginent que je pense peut-être qu'ils sont des violeurs, je dénonce un viol, et quel est le rapport entre le viol et la drague enfin, voilà, c'était plutôt voilà, quelque chose qui m'a intriguée. Et puis après, pendant cette année où on a parlé, où on s'est rencontrés, moi j'ai appris énormément parce que quand j'ai témoigné, je ne pensais pas du tout que ça allait avoir ces répercussions-là. Je me disais, je ne dépends plus économiquement de TF1. J'avais consulté ma famille, mes proches, alors qu'il y avait eu des réactions différentes, mais voilà, qui me disaient vas-y, on n'y va pas. Enfin, on avait discuté. Et je le faisais dans le monde, c'est-à-dire avec la protection d'un grand journal, en me disant mais si moi, dans ces conditions-là, je ne peux pas le faire, personne ne pourra jamais le faire. Donc je l'ai fait. Mais je dis au début du livre, c'est comme sauter du haut d'une falaise et on espère qu'il y aura assez d'eau en dessous. Mmh. Voilà, et ça continue à être le cas, en fait, d'être toujours aussi difficile. Bah, le Ouais. livre s'appelle Impunité parce que depuis que j'ai fini ce livre, il ne s'est rien passé. Et toujours, il n'a pas mis en examen rien du tout. Alors que certains journalistes qui ont raconté nos histoires le sont. C'est dire l'absurdité du système. Euh, et puis, il y a eu des répercussions très désagréables pour beaucoup des femmes qui ont parlé. C'est-à-dire des compagnons qui s'en vont, des angoisses professionnelles. Oui, ça se paye. C'est toujours pas facile. Oui. Et alors, il y en a, à, à votre connaissance, celles qu'on connaît, il y a combien de victimes de Alors, PPDA? c'est difficile de faire le point, parce que pour l'instant, il y a encore une enquête préliminaire en cours. À ma connaissance, il y a eu 45 qui sont allés témoigner à la justice ou à la police, et le double, plus du double, qui nous ont appelés, nous, pour nous raconter ce qui leur est arrivé et qui ne veulent pas aller témoigner. Et je les comprends, parce que celles qui ne sont pas prescrites,
Le droit est fait de telle façon qu'elle porterait entièrement l'histoire quasiment seule, même si nous, on vient en appui. Voilà, il y a pas d'action collective. Donc, il faudrait en quelque sorte, on nous dit, mais pour qu'il soit condamné, il faut qu'il y ait une femme qui se sacrifie. Et je trouve ça compliqué. Oui, effectivement. Et Catherine, Ouais. là-dessus, justement, tu as peut-être des choses à Non, mais rebondir là-dessus. juste rebondir sur il faut qu'il y ait une femme qui se sacrifie, cette vision de la justice qui implique un sacrifice de la plaignante, c'est quand même hallucinant. Enfin, la justice est là pour garantir nos droits, elle n'est pas là pour exiger un sacrifice de qui que ce soit. Alors évidemment, quand je dis ça, on le sait, et on le sait, le simple fait que vous ayez osé prendre la parole, dénoncer les agissements de PPDA vous a exposé et d'ores et déjà vous en payez un très lourd tribut. Alors, même vis-à-vis de la justice, parce qu'on est attaqué, il a attaqué 16 d'entre nous en Voilà. dénonciation calomnieuse. Il attaque les journalistes qui en parlaient en diffamation. Alors, il renonce, hein, je pense qu'il va, là, pour l'instant, il ne va pas renoncer encore à son attaque contre le journal Libération. Mais je pense qu'il va renoncer parce que pour lui, c'est ce qu'on appelle une bopinade, c'est-à-dire faire comme Denis Baupin. On adorerait qu'il maintienne sa plainte parce qu'on viendrait toutes témoigner au tribunal. Mais oui, le coût est très cher. C'est-à-dire, ça veut dire celle qui témoigne, sa vie est disséquée, elle est insultée, comme on l'a tout été. Alors, une bopinade, c'est effectivement l'affaire Denis Baupin, qui a été un peu le premier à être débouté voilà, de sa plainte et même condamné. Oui, en fait, on ne peut pas, les affaires, la violence a été prescrite, une fois encore, et donc lui a déposé plainte en diffamation contre les femmes qui avaient dénoncé ces agissements, et donc il y a eu un procès public. Et enfin, ces femmes qui ne pouvaient pas avoir accès à un procès puisque leurs affaires étaient prescrites, ont pu dire à haute et intelligible voix devant la presse ce qui avait été fait. Et on a considéré que, effectivement, ça n'était pas diffamatoire, en fait. Et il a été condamné pour procédure abusive. Donc, c'est l'arroseur arrosé, ce qui est une bonne chose. Peut-être pas assez, d'ailleurs, en termes de condamnation, mais bon, au moins, les victimes ont pu avoir une certaine forme de reconnaissance et de réparation de la part de la justice. Mais s'il n'avait pas déposé plainte en diffamation, il ne se serait rien passé. Et alors, sur le plan juridique, justement, cette impossibilité de porter plainte ensemble, est-ce que c'est quelque chose qui est différent dans d'autres pays? C'est des classes actions qu'on voudrait voir. Oui, alors ce serait, dans tous les cas, c'est une piste qu'on devrait pouvoir ouvrir quand on a, comme dans l'affaire, dans beaucoup d'affaires en fait, Stéphane Plaza, évidemment PPDA, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui dévoilent un mode opératoire qui est très similaire d'une victime à l'autre. Quand on lit ton livre, voilà, il y a le coup du plateau, il y a comme ça beaucoup de récurrences. Ça veut dire que tous ces témoignages se renforcent, s'étayent les uns les autres, et que plutôt que de saucissonner comme le fait la justice, ah ben non, cette affaire-là, elle est prescrite, on s'en occupe pas, ça c'est pareil. Ah, une victime, on va faire cette victime-là ensemble. Parfois, il y a quand même des affaires qui arrivent ensemble au tribunal, mais concrètement, là, à 49 victimes, on devrait penser un mécanisme procédural dans le code de procédure pénale pour pouvoir ouvrir un procès avec les 49 victimes, prescrites ou pas, plaignantes, diraient les juristes qui ne manqueront pas de s'exprimer sur la question, plaignantes, en disant, voilà, oui, nous sommes 49, on ne se connaissait pas, ce que les policiers savent faire dans les enquêtes, hein, ils savent bien, le major, je suis sûre qu'il a relevé que c'était le même mode opératoire, que les victimes ne se connaissaient pas entre elles, qu'elles n'avaient aucune raison d'inventer tout ça, vu le coût que ça représente pour vous toutes. Et donc, procéduralement, conduire cette affaire ensemble et avoir un procès avec toutes les plaignantes. Le major, Construire celui ensemble. qui a recueilli nos témoignages, et dans ses conclusions, il a dit que c'était un prédateur sexuel avec un mode opératoire récurrent et agissant sans aucun très grand mépris pour les femmes qui sont de lui. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de doute, mais effectivement, si on regarde chaque cas séparé, on dit celui-là est prescrit, celui-là est insuffisamment caractérisé, etc. Résultat, on en vient à une terrible injustice. Voilà, donc sa stratégie la PPDA était très, très, malheureusement très bien rodée. Je vais passer en revue chapitre par chapitre, un peu pour chaque victime, comment il a harcelé, agressé sexuellement, violé ces femmes qui ont ensuite parlé. Voilà, le plus courant, donc c'est Catherine l'a évoqué, c'est le coup du plateau. Est-ce qu'on peut expliquer un peu ce que c'est? Le coup du plateau, ce qu'il y a de
très curieux, c'est que tout le monde le voyait, tout le monde le savait à TF1. Donc, il rencontrait une jeune femme, quelquefois, qui était à son goût, souvent dit qu'elle avait envoyé un manuscrit, ou elle voulait être journaliste, ou voilà. Il l'invitait aux 20h, et on l'appelait le roi soleil à TF1. Et donc, il faisait un espèce, en 20h, c'était un peu comme le souper du roi à Versailles, c'est-à-dire que c'était très mise en scène, il y avait la lumière, etc. On mettait la jeune femme tout au fond, toute seule sur une chaise face au présentateur. Donc, elle ne disait pas bonjour, elle se demandait un peu ce qu'elle faisait là. Et puis, le journal se terminait, il disparaissait, elle se retrouvait toute seule, les lumières s'éteignaient. Et là, il y avait une secrétaire qui venait la chercher, qui l'a montée dans les couloirs qui étaient devenus déserts, puisque tout le monde était parti, et l'a amenée dans le bureau de Patrick en lui disant d'attendre un peu, parce qu'il avait, après le journal, ce qu'on appelait la conférence critique. Là, il passait un peu de temps. Et puis, il arrivait, il lui disait toujours à peine bonjour, il s'occupait de ses papiers, donc c'était hyper gênant. C'était beaucoup qu'il le raconte. Ça met dans une position un peu de vulnérabilité. Et puis là, dans un délai qui varie de quelques secondes à quelques minutes, il sautait dessus. Alors, il y en a qui ont réussi à sortir sans gros dommages, d'autres qui ont été violés. Mais c'était quasiment au vu et au su de tous. C'est-à-dire que, on ne savait pas, il fermait la porte du bureau et tout le monde était parti. Enfin, tout le monde voyait qu'il y avait des jeunes femmes qui n'avaient rien à faire là, plusieurs fois par semaine, pendant des années et des années. Il l'a fait, quelle que soit la rédaction du travail. C'était tellement connu qu'entre collègues de travail, on parlait de « il a fait le coup du plateau ». Alors non, enfin, le coup du plateau, c'était voilà, c'était admis. On se prévenait entre femmes, c'était une protection un peu horizontale. Tu vas voir, moi, la première fois que j'ai mis les pieds à TF1, on m'a dit, tu vas voir, tu vas rentrer dans son bureau, il va dire, est-ce que tu es en couple, est-ce que tu es fidèle? Et ça n'a pas manqué, je suis rentrée dans le bureau, il m'a dit, est-ce que tu es en couple, est-ce que tu es fidèle? Vous voyez à l'époque, une fois en tout cas. Donc j'ai répondu oui aux 2 questions, mais ça l'arrêtait pas. Mmh. Et il a posé ces questions pendant des dizaines d'années, sans que personne n'y voit rien à redire. Oui, et alors, bon, c'est vraiment typique de la stratégie de l'agresseur, hein. Il y a l'isolement, le retournement de la culpabilité, la dévalorisation, parce que cette dévalorisation, dans votre cas, elle est claire, parce que vous avez travaillé, vous étiez une assistante, voilà, et il était totalement tyrannique, et il avait une attitude. En fait, je travaillais avec lui, j'écrivais son journal, parce qu'il s'occupait beaucoup de son image, de ce qu'il voulait, mais enfin, il ne travaillait pas beaucoup. Et donc, moi, j'écrivais le compteur qu'il découvrait à l'antenne. Et jamais, enfin, il était oui, très, très coléreux, très humiliant, et devant tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde voyait ça. Et donc, quand l'affaire a commencé à prendre une certaine ampleur, il y a des responsables, un en tout cas, qui était là tous les jours, qui travaillait avec moi à l'époque, qui m'appelait en me disant: «Mais pourquoi tu m'as rien dit? Je t'aurais protégé, il aurait été viré». Donc, non seulement je ne crois pas qu'il aurait été viré et que j'aurais été protégée, mais cette personne me voyait me faire humilier tous les jours et ne disait rien. Donc, évidemment que je n'allais pas lui raconter la pire humiliation de mon existence. Oui, donc effectivement, voilà, dans l'impunité, la préservation de l'impunité, il y a cette surprise pour les femmes qui sont là. Vous dites c'est entre quelques secondes et quelques minutes, et elles sont pas là pour ça. Elles sont Non. là pour toute autre chose. Et il y a aussi, et de fait, le silence que ça impose, puisque chacune d'entre vous, j'imagine, se sent d'une façon ou d'une autre coupable ou responsable, ou pourquoi ça m'est arrivé, qu'est-ce que j'ai pu donner comme signe, on connaît toutes ces descriptions, mais il y a peut-être aussi et surtout tout cet environnement, toute cette impunité autour. Il y a le fait on est dans son bureau à côté, on a été sur le plateau, tout le monde le sait, et personne ne dit rien. Donc voilà. C'est sur la responsabilité de TF1 du coup qui est immense. Est-ce que depuis que ton livre est sorti ou depuis qu'il y a eu le procès, est-ce que TF1 a fait un mea culpa, a changé ses politiques, Alors moi, est-ce qu'il y a eu quelque chose? je suis allée voir le grand patron de TF1, le patron de la rédaction, je leur ai parlé, et ils ont absolument rien fait, c'est-à-dire qu'ils font comme si on n'existait pas. Et même un des grands responsables de TF1 qui a dit tous les protagonistes, et de la vieille histoire, tous les protagonistes sont morts.
Comme si on n'était même pas les protagonistes de cette histoire. C'est une négation absolue, totale. Il n'y a même pas eu d'enquête interne. Or, les faits sont prescrits tant qu'ils sont passés avant 2007, on va dire. Ils ne le sont pas après 2007. Et lui, il est resté jusqu'à mi-2008. Il est possible qu'il y ait encore des victimes salariées de TF1. Je pense que la stratégie de TF1, le problème, c'est que c'est de faire comme si de rien n'était. C'est très payant pour eux parce que ça n'a aucune conséquence. Que si jamais il y a une salariée qui a été agressée à TF1 et qui est encore, eh bien, elle sait qu'elle ne peut pas parler puisque la direction fait comme si nous n'existions pas, donc c'est encore pire pour elle. Donc voilà, ils ont un comportement qui est tout à fait explicable. Et alors là, c'est intéressant parce que la façon dont vous avez rédigé le livre, en mettant vraiment au centre les victimes, c'est une façon de contrer ça. Enfin, dire, c'est sidérant d'entendre, voilà, les protagonistes sont morts, vous êtes en face. Il y a aujourd'hui, on imagine, une centaine de femmes qui ont déjà plus ou moins témoigné, etc., enfin, qui nous dit. Et donc ce livre, c'était aussi pour changer le... Alors ce livre, ça avait plusieurs... j'ai commencé à l'écrire quand on a été classé sans suite, parce qu'on ne dit pas assez ce que c'est la violence d'un classement sans suite. C'est 75% des plaintes qui sont classées sans suite. Donc, voilà, et c'est quand même très très dur à encaisser. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'était exposé, etc., et tout d'un coup, on était rayés, on était des menteuses, on devenait embarrassantes. C'est-à-dire que la justice a beau dire un classement sans suite, ça ne veut pas dire que monsieur est innocent, mais derrière, monsieur dit ah ben la justice n'a rien à me reprocher, donc elle mente. Donc voilà, ça c'était très violent. Et derrière le classement sans suite, on est tombé dans un espèce de trou, c'est-à-dire que personne ne voulait parler de nous entendre. Et donc j'ai commencé, je me suis dit qu'il fallait raconter, j'ai commencé à écrire ce livre. Et par ailleurs, j'avais rencontré toutes ces femmes. Et on est toutes différentes. On avait à peu près le même âge quand il nous a attaqués, mais comme il l'a fait très longtemps, voilà, on a des âges différents, on a des origines sociales différentes, on a des positions dans la vie différentes et des façons de réagir différentes. Et je voulais qu'on nous voit, nous, plutôt que de le voir lui. Donc en fait, il est très peu présent dans ce livre. Ce que je raconte, c'est l'effet du viol ou de l'agression, du harcèlement sur le groupe social, sur chacune d'entre nous, et avec autant de tendresse que je pouvais en avoir pour ces femmes qui ont été des rencontres extraordinaires. Oui, ça c'est très, très beau aussi dans le livre. Bah, c'était aussi un des points que je voulais aborder, c'est-à-dire qu'un des seuls moyens qu'on a pour contrer tout ça aujourd'hui, malgré les lois, tu y reviendras, malgré MeToo, etc., mais quand même le mouvement MeToo joue un rôle dans le fait que ces affaires au moins sortent, qu'on en parle, c'est de vous retrouver ensemble, de pouvoir parler ensemble. Et ça, il y a des scènes qui le décrivent très bien dans le livre, de vous Je retrouver raconte ensemble. le premier dîner, c'est-à-dire la première fois que je rencontrais des femmes qui avaient, et elles avaient toutes témoigné avant que je les rencontre, donc elles avaient toutes les mêmes réflexes que moi. Et ça a été un moment qu'aucune d'entre nous ne dira, ça c'est certain. Alors, vous parliez de MeToo. MeToo, je pense qu'il n'y a pas eu MeToo, il n'y aurait pas eu cette affaire n'aurait pas existé. Mais MeToo, c'est comme si aujourd'hui on disait ah, bah, c'est bien, les femmes se parlent entre elles, elles se soutiennent entre elles, c'est super, mais il n'y a toujours pas de coupable. Il n'y a toujours pas de condamnation, il n'y a toujours pas de. C'est-à-dire que c'est comme si c'était devenu un petit truc de bonne femme, et puis derrière, les affaires continuent. Et on le voit dans notre affaire, mais on le voit dans plein d'autres affaires. Ouais, il y a effectivement pas mal d'autres affaires en ce moment qui ressortent ou dont on reparle, comme avec Gérard Depardieu, avec Stéphane Plaza. C'est un peu les mêmes mécanismes. Mais c'est les mêmes mécanismes dans le sens où, par exemple, l'affaire Gérard Depardieu, Charlotte Arnault a porté plainte et elle est restée toute seule pendant 3 ans. C'est-à-dire avant que des journalistes, en l'occurrence les journalistes de Mediapart, notamment Marine Turki, se mettent à enquêter, amènent des preuves, amènent d'autres témoignages. Il a tourné, je crois, 27 films. Et on l'a interviewé, et personne n'en parlait de cette histoire. Et il y a quelque chose que j'ai noté, c'est-à-dire que, en fait, ces histoires, elles prennent de l'ampleur quand l'agresseur va trop loin. C'est-à-dire que nous, il nous a attaqué, il a attaqué 16 d'entre nous en dénonciation calomnieuse. Donc, on a répondu à 20 sur le plateau de Mediapart, c'est-à-dire on a été plus loin. Et
Gérard Depardieu, il a fait récemment une lettre ouverte, absolument hallucinante, où il dit il ne peut pas agresser une femme, il a une mère, où il dit Barbara, c'est moi, enfin voilà, quelque chose de très. Et cette lettre a été. Il allait trop loin. Et donc là, Charlotte a reçu un vrai soutien. C'est intéressant cette idée que l'agresseur, tellement sûr de son impunité, justement, va trop loin. Bon, moi, je vous l'ai dit à toutes les deux en parlant, en préparant ce webinaire, ça m'a fait penser au moment de la discussion de la loi de 2016 sur la prostitution, à cette pétition faite par 18 hommes qui se sont autonommés les 343 salauds pour dire touche pas à ma pute, je veux continuer à avoir le droit de disposer de femmes à mon gré de cette façon. Et ça, moi, je suis convaincue que ça a énormément joué auprès de l'opinion contre eux. Et heureusement. Donc, voilà. Donc, d'une certaine façon, ça fait avancer la réflexion, ça fait oui, avancer l'opinion publique, mais en même temps, c'est encore eux qui ont la main. oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire qu'on a beau faire, il y a ce qu'on appelle l'inégalité testimoniale. C'est-à-dire qu'on nous entend moins, on nous voit moins, notre parole compte moins, même quand on est, dans ce cas-là, des dizaines et des dizaines dans l'histoire populaire. Et c'est aussi la conviction qu'ils ont d'avoir le droit. Mmh. Enfin, c'est ça qui est fascinant. Quand Depardieu sort sa lettre comme ça, il est convaincu qu'il est dans son bon droit. PPDA, c'est pareil. La certitude, d'abord, le fait qu'il ait pendant une demi-heure la parole sur une émission. Enfin, on interroge la responsabilité politique et citoyenne aussi de cette émission qui donne la parole à une personne mise en cause par autant de femmes. Comme ça, on lui on lui ouvre un boulevard et ça passe. Et donc, la certitude d'avoir le droit, ils l'ont eu pendant très longtemps, en droit, de fait. Donc, si on regarde à l'échelle de 3 siècles, pour ne pas aller plus loin, on voit que le droit leur a donné ce droit d'accès aux femmes. Ce droit a été un petit peu restreint par les réformes du XXe siècle, c'est-à-dire la loi de 1980 sur le viol, par exemple, la loi de 2016 sur la prostitution. Mais ça continue sur la norme sociale. C'est-à-dire que, OK, le droit, il s'est un tout petit peu amélioré, mais il y a une norme sociale plus générale de complicité vis-à-vis des personnes agresseuses. Alors, je veux dire, pourquoi, quand on voit ces hommes-là, pourquoi est-ce que tu reçois un torrent d'insultes sur les réseaux sociaux? Pourquoi est-ce que toute la société ne se range pas derrière vous, derrière Charlotte Arnould, derrière tout ça? Pourquoi il n'y a pas ce mouvement citoyen? On se dit, bah, stop, les agresseurs, on n'en veut plus, et on fait bloc du côté des victimes. Cette complicité-là, notre complicité en tant que citoyen, citoyenne, ça devrait être au cœur des débats politiques aussi, et ça ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que c'est possible, en fait, son pouvoir, il l'assied aussi par la reconnaissance qu'il a de tout le monde. Alors, je tiens à dire, j'ai été très insultée à partir du moment où j'ai parlé, mais j'ai aussi été censurée. C'est-à-dire qu'il y avait, mon livre était dans la vitrine d'une librairie Les Parleuses à Nice, les colleuses avaient repris le mot impunité comme elles font sur des feuilles A4 en noir. Gérald Darmanin devait passer dans la rue devant pour aller inaugurer un commissariat. Et il y a une vingtaine de CRS qui sont venus couvrir les vitrines, les bâcher de noir pour que Gérald Darmanin ne voit pas ce mot impunité en passant dans la rue. Et donc l'État a été condamné, mais lui, il a justifié ça en disant que c'est un trouble à l'ordre public. Or, Gérald Darmanin est personnellement accusé de viol et il utilise les moyens de l'État pour se défendre personnellement. Et ça dit aussi, moi je serais Patrick Poivre, je serais ravie de ça, parce que ça veut dire que la police n'est pas de notre côté. Oui, alors justement, je voulais lire un petit extrait du livre, page 67, qui en plus faisait écho à notre précédent webinaire où on a parlé d'Andrea Dworkin, de la misogynie et de la haine des femmes, et où elle parle des contes de fées et de comment ces contes de fées servent voilà, l'image des femmes une femme bonne est une femme morte et qui ne se défend pas. Et donc voilà, je cite, pour construire ce système criminel et le faire tourner sans anicroche pendant une trentaine d'années, il ne suffit pas d'un homme, de phénomènes de cour, de la lâcheté d'un groupe social, ni de cette tendance profondément humaine à confondre l'autorité avec la vérité. Il faut aussi un immense échafaudage, des superpositions de légendes sur le pouvoir, la sexualité, la séduction, les hommes et les femmes. Des millénaires de patriarcat ont recouvert la réalité de jolies histoires aussi fausses
que bien tourné, les papiers peints de contes de fées cachent le mur décrépit. Un mur troué de violence que nous avons enduré. Il a fallu aussi des siècles d'intelligence pour que nous arrivions à en soulever quelques couches. Je trouve que ça fait très bien écho à ce que vous venez d'échanger. Alors, je voulais dire un mot sur la loi de 80 Ouais. dont tu parlais. Parce que moi, avant de témoigner, je ne savais pas tout ça. C'est une loi qui définit le viol, la contrainte, la violence, la menace, la surprise, et il n'y a pas le mot consentement dans la loi. Or, et ça pourrait très bien marcher comme ça. Or, le consentement, il est dans l'esprit de tout le monde. C'est-à-dire, finalement, on demande que les femmes prouvent qu'elles n'étaient pas consentantes, ce qui est extrêmement difficile. Mais dans cette définition du viol, la contrainte, elle pourrait venir dans le cas d'hommes aussi puissants que l'étaient Nicolas Faure ou Gérard Depardieu ou Nicolas Hulot. On pourrait tout à fait penser que ça fait pencher la balance du côté de la victime, puisqu'il y a une contrainte qui est, alors dans mon cas, qui était une contrainte hiérarchique, qui était une contrainte économique, or, c'est dans la lecture de la loi que les affaires achoppent et qu'on arrive à finalement 1% de condamnation pour viol. Une loi qui n'est pas si mal faite en réalité. Alors là, je diverge, mais non, c'est-à-dire que quand on voit l'image de la loi de 1980, on a l'impression, parce que ça vient après le Procédex, que ça a été une grande réforme du droit. Mais il y a toute une partie de la loi qui n'a fait que intégrer, c'est peut-être ça le problème, la jurisprudence du 19e siècle, en fait. C'est-à-dire que les termes de violence, contrainte, surprise, ça n'est que l'intégration dans le code pénal d'une jurisprudence qui s'était développée tout au long du 19e siècle, qui définissait la violence, qui définissait la contrainte, qui définissait la surprise. Et les magistrats disaient le défaut de consentement résulte de la contrainte, la surprise ou la violence. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que la victime dit non, le défaut de consentement, il ne résulte pas du refus de la femme, il résulte du comportement de l'agresseur. Le défaut de consentement résulte de la contrainte, de la surprise. Si il a été obligé d'utiliser un de ces moyens-là, alors on a la preuve qu'elle ne voulait pas. Et donc, ce qui est en sous-main, et c'est la thèse des pièges du consentement, le livre, c'est qu'il y a une présomption de consentement. En fait, tout le monde est d'accord, toutes les femmes surtout, et les mineurs, les enfants aussi, sont d'accord. Bon, les enfants, ça vient de s'arrêter avec la loi du 21 avril 21, sont d'accord par défaut. Et par contre, on va interroger cette présomption de consentement si on est dans une situation où il y a violence, contrainte, menace, surprise. Et effectivement, tu soulèves à juste titre que pour toutes ces jeunes femmes, il y avait une relation de contrainte, soit directement salariale de subordination, parce que là c'était ton chef, soit une autre forme de contrainte, peut-être psychologique, la jeune fille qui vient du bout de la France avec l'espoir d'être publiée, qui est en adoration devant PPDA, qui se sent en confiance, il a l'âge de son père, etc. Il y a bien une contrainte, une manipulation psychique qui s'exerce là et il s'appuie totalement là-dessus. Mais ça, ça peut être connu un peu, on va dépendre. C'est la loterie, en fait, ça dépend sur quel magistrat on tombe. Et de toute façon, la contrainte économique, et tu cites dans ton livre une jurisprudence d'une ordonnance de non-lieu qui avait été rendue dans une affaire suivie par la VFT, où effectivement, la juge d'instruction, mais je te laisse le dire, on peut peut-être lire la phrase. Alors, Tu te souviens où c'est? C'est une juge d'instruction qui rend une ordonnance de non-lieu dans une affaire où, sur le lieu de travail, une femme dénonce des viols par son patron. Voilà, alors j'avais prévu de lire tout le passage, donc il faut que je trouve. Voilà. Voilà. En 2018, à Grenoble, le gérant d'une entreprise de construction qui avait abusé de plusieurs de ses salariés s'est vu accorder un non-lieu. Déni et dépression sévère surmontés, l'une des salariées avait porté plainte. Le juge a décidé que la peur de perdre l'emploi qui nourrissait toute la famille n'était pas une contrainte suffisante, que l'employé avait choisi de se soumettre, que dire non ne suffisait pas, encore fallait-il le faire fermement et durablement. La suite de l'argumentation est consternante de cynisme. Si la notion de viol sous contrainte économique était effectivement retenue par le droit pénal français, cela reviendrait notamment à poursuivre et punir l'ensemble des personnes ayant recours au service de prostituées, on peut dire des hommes pour le coup, dans la mesure où le consentement de celles-ci aux actes sexuels pratiqués n'aurait nécessairement pas été obtenu de manière totalement libre et éclairée, mais parce que ces dernières y sont le plus souvent contraintes économiquement. Et là, c'est Hélène qui continue. J'ai cru à une blague, ça n'en est pas une.
En France, aujourd'hui, il y a des magistrats pour trouver qu'on ne va pas empêcher un patron d'exercer son droit de cuissage sur une employée, parce que sinon, on ne pourra plus aller aux putes. Ou que le travail salarié des femmes a quelque chose à voir avec la prostitution. Mais dans ce que tu racontes, et ça tourne autour, c'est cette fameuse présomption de consentement. Je pense qu'il y a beaucoup aveuglé tous les gens qui travaillaient autour de PPDA à TF1, tous les gens qui le voyaient agir. Et c'est quelque chose, c'est-à-dire que plus l'homme est célèbre et puissant et riche, plus on présume que les femmes vont être d'accord. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très ancré, au point que tous, quand ils vont se défendre à la télévision ou dans les journaux, et puis après, ils vont dénoncer, bien sûr, le tribunal médiatique, mais en général, c'est eux qui y vont. Ils disent, comme Nicolas Hulot le dit, quasiment, mais je suis trop beau, j'ai pas besoin de ça. Ils font de la présomption de consentement, ils le transforment d'une certaine façon en un dû d'accès au corps des femmes. Absolument, mais d'ailleurs, c'est le cas. Enfin, il y avait un agresseur qui disait, mais j'ai bien le droit quand même. Enfin, et il disait ça au tribunal. C'était même pas il ne voyait pas le problème, il ne comprenait pas pourquoi il se retrouvait devant un tribunal parce qu'il avait tripoté, mis la main au sein de ses secrétaires. Il disait, j'ai un boulot stressant, j'ai bien le droit quand même. C'est un peu ce que dit Stéphane Plaza. Oui, drôle. Absolument. Et donc, dans ce droit-là, il y a le droit et puis il y a le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir aussi. PPDA, il a un pouvoir et il l'exerce. Et c'est très bien expliqué dans ton livre, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une femme qui arrive à se protéger et à éviter l'agression, ou même d'ailleurs s'il les a agressés, il y a une conséquence sur la suite. Donc, il exerce le pouvoir, il va aller critiquer auprès du supérieur en disant cette journaliste n'est pas bonne, il va... Voilà, donc il y a un impact immédiat, quand bien même il sait déjà ses règles. En plus, il n'est même pas reconnaissant. Et puis par ailleurs, il pense qu'il a, et ça c'est le lien avec la prostitution, c'est qu'il a le droit d'acheter. Enfin, il a aussi quelque chose, je suis dans la toute-puissance, c'est un dû. Vous êtes ma salariée, c'est un dû. Il y avait un employeur qui avait dit à ses salariés, je vous paye déjà. Donc vous avez déjà un salaire, donc en gros, vous m'appartenez, je fais ce que je veux avec vous, je n'ai pas besoin d'aller voir une personne prostituée, moi je vous paye déjà. Et là, on fait le lien entre le travail et la prostitution, où pendant tout le 19e siècle, il y avait bien ça autour des femmes qui, s'ils avaient besoin de joindre les deux bouts, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Et parallèlement, les hommes achetaient des femmes pour les épouser et y avoir accès avec viol conjugal autorisé. Absolument, jusqu'en 1980. Voilà. Oui. Et alors en plus de ça, effectivement, c'est particulièrement pernicieux parce que quand tu dis le fait que la collectivité pense qu'ils n'ont pas besoin de ça parce qu'ils sont tellement merveilleux, ils sont tellement beaux, ils sont tellement si, etc. Ça veut dire qu'en face, la victime est vénale, elle fait ça pour de l'argent, bien sûr, ou alors elle est amoureuse et elle se venge parce qu'elle n'a pas été reconnue, ou alors, on a la société, et les agresseurs, évidemment, sont les principaux porte-parole de tout ce discours-là, qui va venir dégommer les victimes, qui vont toujours leur prêter une autre intention dans le dévoilement des violences que celle que, tout simplement, elles ont été victimes de violences, que c'est injuste et qu'elles dénoncent ces violences. Mais alors, je voudrais revenir un peu sur la fin de l'extrait que j'ai lu, c'est-à-dire que finalement, ce qu'on découvre là, c'est que c'est la magistrate elle-même qui dit, en gros, si on va dans le bout de la logique du droit, on va être obligé de reconnaître que tous les clients prostitueurs commettent un viol. Et là, vous imaginez pas voilà, sûrement le bazar pour la justice s'il fallait poursuivre. Voilà. Bon, aujourd'hui, les clients de la prostitution sont passibles d'une verbalisation et d'un stage de sensibilisation. C'est pas grand-chose, mais en réalité, le droit lui-même, la justice reconnaît là qu'en fait, on va pas y aller parce que sinon, on serait obligé de reconnaître que c'est un viol à chaque fois. En fait. Alors, si on introduit la question du consentement dans la prostitution, alors que pour moi, le consentement n'a rien à voir là-dedans. Ces femmes ne consentent. Contrainte économique. Voilà, elles ne consentent pas, elles sont contraintes pour l'immense majorité
d'entre elles et d'entre eux par la précarité économique. Oui, mais Ça, le et consentement puis surtout, n'est présent nulle mais part dans les c'est violences c'est sexuelles. quelque chose qu'on a Mais vu. quel mélange. C'est quelque chose qu'on a vu, par exemple, dans l'affaire Stéphane Plaza, où tout le monde dit ah ben oui, mais il rapporte trop d'argent à M6. C'est-à-dire que comme il rapporte beaucoup d'argent à M6, on garantit son impunité, quoi qu'il fasse. Et là, on se retrouve à l'inverse, si on prend le point de vue de l'agresseur, tu dis, c'est-à-dire combien un homme rapporte, et c'était le cas de PDA, qui soi-disant rapportait énormément à la chaîne, qui était présentateur vedette, qu'on appelait aussi la poule aux œufs d'or. C'est le cas aussi de Gérard Depardieu, etc. Et c'est le cas, pas seulement des hommes célèbres et connus, mais c'est le cas de la personne sympathique et qui fait le barbecue et qui anime le club de rugby. Enfin voilà, quel que soit l'échelon de la société où on se place, il y a toujours plus à perdre à dénoncer un agresseur qu'à accabler les victimes qui parlent. Et d'ailleurs, les victimes elles-mêmes, c'est quelque chose que nous, on intègre même en étant victime. C'est nous, dans notre groupe, je devrais dire, il y en a qui n'aiment pas du tout ce mot victime, qui ne veulent pas du tout, elles ne sont pas victimes, parce que victime, c'est une insulte dans la cour de récré, ça veut dire faible, ça veut dire que tu as raté quelque chose, ça veut dire... Mais à force de dire qu'on ne veut pas être victime, ce que je comprends très bien, puis on est accusé de se complaire dans un état victimaire, etc. Je me suis demandé pourquoi il y avait une telle hargne contre ce mot victime et contre le fait d'être victime. C'est parce que s'il y a des victimes, il y a des coupables. Et à force de ne pas vouloir être victime, eh ben, on ne voit plus non plus les coupables. C'est un peu ce qui se passe avec la Civise, où il y a des centaines, des milliers, des centaines de milliers de mains qui se lèvent pour dire voilà ce qui m'est arrivé. Il y a des salles entières qui sont remplies. J'aimerais bien voir où sont les agresseurs, dans quelles salles sont les coupables. C'est comme s'il n'y avait pas de coupables. Très intéressant parce qu'effectivement, dans le féminisme et le féminisme radical, ça fait des années qu'on dit il faut nommer les agresseurs. Et quand on dit les femmes battues, quand on dit enfin, le nombre d'articles qu'il y a eu sur l'affaire Trintignant, Marie Trintignant, assassinée tuée par Quentin, voilà, j'oublie les noms exprès. Dans combien d'articles il n'était jamais mentionné? En fait, c'était le point tueur, mais le point, il appartient à qui? Ou voilà, systématiquement, c'est pas mentionné. Ça, c'est une des grandes revendications des féministes, des assauts féministes, de nommer l'agresseur, de dire bah, c'est des violences des hommes contre les femmes. Et ça fait partie effectivement de toute cette invisibilisation que vous cherchez à contrer là. Et puis sur ce mot de victime aussi, c'est lutter contre cette propagande anti-victime. Et je trouve que dans ton livre, tu montres bien, au contraire, la force que vous avez. D'abord, on disait tout à l'heure, quand on parlait toutes les trois, tu disais bien comment, quand ça t'est arrivé, tu as essayé de l'encapsuler pendant 25 ans, et que si finalement tu as pris la décision de parler, c'était en soutien à Florence Porcel. Et ça a été le cas pour beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire que ça a été vraiment une réaction de citoyenne, de sororité, et vous vous êtes allé au combat, mais vraiment un combat en ayant parfaitement conscience de ce qui vous en coûterait. En plus, vous êtes allé avec... Alors peut-être pas à point, mais dans tous les cas, en craignant, parce que tu as quand même demandé aux membres de ta famille s'ils étaient d'accord. Tu anticipais le fait que ce serait un moment difficile. Mais alors, Et cette force-là, elle n'est pas assez valorisée. Parce qu'en fait, là, on a un mouvement aussi de solidarité entre victimes, voilà, chapeau, quoi, qui sont costauds, qui se sont trouvés, qui sont présentes. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas quelquefois des divergences, voilà, des dissensions, mais bien sûr, mais ça, il y en a non plus. Mais vous avez quand même on veut toute la même chose. Cet élan collectif que je trouve qui n'est pas assez salué. On le voit très bien dans l'émission Mediapart. On le voit bien, cette force-là. Et cette force des victimes, je trouve que si on en parlait davantage, ce serait peut-être de nature aussi à renverser le stigmate et à changer nos perceptions. Simplement, cette histoire a été possible et notre groupe a été possible et la puissance qu'on a eue, elle vient du fait que aussi l'histoire a été médiatisée. Et sinon, on ne se serait pas rencontrés. Et j'ai toujours un petit pincement de cœur
les femmes qui restent toutes seules. Mm. Je dis comment elles font. Voilà, bien sûr, on l'a fait et on va jusqu'au bout, mais avec, voilà, la conscience permanente de la difficulté pour celles qui sont toutes seules. Et je voudrais revenir aussi sur votre réaction à ce que dit Catherine. Ouais, ça a quand même été, vous craigniez de parler, vous saviez un peu ce qui vous attendait, mais pas autant que ce qui s'est passé Non, derrière. je pense que j'étais très, très innocente. J'avais très peur, voilà, j'ai décidé de le faire et puis il n'y a pas de, on n'est pas, il y a pas d'Uchronie, on ne peut pas revenir en arrière, donc je l'ai fait, et donc une fois que c'est fait, on continue. Mais, la violence que j'ai encaissée derrière m'a surprise. Ouais, mais ça, c'est vraiment important aussi de souligner, de ressouligner à quel point c'est un courage incroyable et peut-être même il faut un peu d'inconscience pour pouvoir y arriver. C'est-à-dire que aujourd'hui, il doit y avoir plein de femmes qui peuvent se dire bah, peut-être je pourrais témoigner, mais je ne suis pas prête parce qu'elles ont vu ce qui se passait pour celles qui témoignaient aussi. Alors moi, j'ai un problème avec le mot courage, c'est que on est courageux quand on prend des risques. Et ça veut dire qu'on admet collectivement que raconter la vérité, quand il s'agit de violences sexuelles et sexistes, c'est un risque, c'est dangereux. C'est comme s'il y avait une parole qui n'était pas bonne une vérité qui n'est pas bonne à dire. Moi, je ne sais pas si j'ai eu du courage, j'ai eu la force de le faire. Oui. C'est différent. Oui, mais moi je pense que dans la société aujourd'hui, ça relève aussi de fait de ce courage parce qu'en réalité, il y a un risque qui est pris. Oui, il y a un risque avéré, voilà. Et justement, parce que l'autre solution, et ça me permet d'enchaîner sur un point que je voulais aborder, c'est soit d'enfuir ou d'être complètement dans le déni pour les victimes, éventuellement jusqu'à se raconter une histoire, et on revient aux histoires qu'on se raconte et aux contes de fées, se raconter l'histoire qu'il y a une histoire d'amour, alors qu'il n'y a rien qui relève de ça au départ, mais que derrière, on construit quelque chose qui peut créer l'illusion de ça. Et c'est donc le cas de Florence, qui est raconté dans le livre. Mais évidemment, c'est pour supporter la réalité, c'est pour pouvoir continuer peut-être à avancer, etc. Mais ça marche Et pas. Florence, elle le dit avec beaucoup d'honnêteté et vraiment, je suis extrêmement reconnaissante et je pense que son témoignage, il est très, très important et très utile. C'est-à-dire que plutôt que d'être violée, c'est-à-dire d'être niée, lamentable, humiliée, voilà, il y a une phrase que je dis et en général, je reconnais les gens quand ils m'en parlent, quand ils la remarquent, c'est qu'il leur est arrivé quelque chose, c'est être capable de cette soumission-là, savoir de soi qu'on est capable de cette soumission-là. C'est une douleur persistante. Et Florence, elle a essayé, puisque voilà, c'était tellement atroce de se dire ah ben non, c'est pas atroce, je me suis mal compris, voilà, en fait, je vis une histoire d'amour. Et c'est un réflexe extrêmement fréquent, c'est un réflexe que quasiment tous les enfants ont. Par exemple, de se penser aimé de l'agresseur. Et c'est pas parce qu'on a 18 ans que ça s'arrête. C'est-à-dire qu'il y a une logique interne très, très puissante à penser que finalement, on va faire un autre récit, c'est une autre histoire. Et penser qu'en face, il y a quelqu'un, il y a du sentiment. Ce qui fait tomber d'encore plus haut quand on arrive à sortir de ça. Et quelquefois, on reste là-dedans toute une vie. Oui, et vous le dites très bien. Donc dans le livre, voilà, ça reprend un peu là ce que vous venez de dire, mais confondre le viol avec l'amour, c'est ce que font presque tous les enfants abusés. Il y a une logique interne puissante à ça. Vous êtes attaqué là où se situe la source du désir. Pour ne pas affronter le réel de la domination qui écrabouille, on se dit qu'on aime ça, que c'est ça qu'on désire, être écrabouillé, surtout quand on ne connaît rien d'autre. C'est une façon de trouver du sens à la souffrance. Moi, cette phrase, elle me fait énormément penser à notre sujet et à ce que toutes les victimes de prostitution qu'on rencontre et qui en parlent et qui disent toutes qu'à un moment donné, elles ont été dans le déni de ce qu'elles vivaient vraiment. Et ça montre aussi que voilà, inventer une histoire d'amour ou de sexualité, comme s'il y avait de la sexualité là-dedans pour les victimes, c'est une façon de vivre avec dans la mesure où en face l'agresseur, la société, tant que c'est la sexualité de l'homme et que le désir de la femme, on s'en fiche, quoi. Il y a aussi quelque chose il y a de la pédagogie à faire là-dessus, c'est pourquoi on y retourne. Comment ça y est retourné. Et souvent, dans les histoires de viol,
femme y retourne. Alors après, l'agresseur, elle va me dire, bah, vous voyez, je ne l'ai pas violée, elle est revenue. Mais en fait, on y retourne pour changer l'histoire. Dans, dans, dans toutes les histoires qu'on m'a racontées de cette affaire ou d'autres, il y a souvent ça, c'est-à-dire on y retourne pour que ce ne soit pas aussi horrible, que la réalité soit autrement. On y retourne pour gagner, pour reprendre la main, pour pouvoir transformer les choses, pour essayer de changer la fin. Oui, et dans ça, on n'est pas aidé non plus par une société qui brouille systématiquement la compréhension qu'on peut avoir des violences. C'est-à-dire quand les victimes commencent à imaginer, à sortir de ça, elles vont se reprendre des messages qui vont dire mais non, mais tu t'es fait des idées. Enfin, dire qu'il y a quand même en permanence, on est laminé de messages reçus qui vont dénier la compréhension politique des violences que pourraient avoir les victimes. Quand elles commencent à y voir un tout petit peu clair, on va leur dire tu te trompes, tu as mal compris. Tu t'es fait des idées, tu sais des fantasmes. Et puis, on va retrouver tout le discours de l'agresseur qui va être évidemment, mais qui n'est pas que le discours de l'agresseur, qui est aussi le discours de l'entourage, qui est aussi le discours de la société, qui est aussi le discours du sexisme de notre société en général. Le système agresseur a tout intérêt à ne pas permettre cette compréhension des violences, parce que sinon, c'est la société entière qui s'écoute. Alors, je vous rappelle que vous pouvez écrire des questions. Pour l'instant, on n'en a pas, mais n'hésitez pas. C'est vrai que nous, on en pose beaucoup, donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires. Moi, je voulais revenir un peu sur des choses. Bon, on a déjà parlé de Charlotte Arnoux et Gérard Depardieu. Il y a l'affaire Stéphane Plaza là, ces derniers jours et M6 donc, qui ne déprogramme pas son émission. Il y a aussi plus loin, qui a même fait un communiqué. Ouais. On lui a parlé au téléphone, il dit que c'est pas vrai, voilà, et sans un mot pour les victimes. Et en dépit des nombreuses preuves apportées par Mediapart. Enfin, voilà, pour le coup, il a de qui trouver exemple. C'est aussi ce qu'a dit le président de la République sur les hommes mis en cause dans son gouvernement. Donc, Nicolas Hulot. Sur Hulot, sur Darmanin, voilà, aussi une discussion d'homme à homme. Voilà, ouais. Ouais. Et alors, un autre exemple qui montre bien que les femmes, dans la stratégie de l'agresseur et dans le patriarcat, sont isolées, qu'il faut qu'elles puissent se retrouver ensemble pour pouvoir partager leurs affaires. Et donc, pour ça, il faut des décennies, voire des siècles de féminisme. Et les hommes, eux, la solidarité masculine, ça fonctionne bien. Je ne sais pas si vous avez vu récemment une vidéo d'un homme qui a fait un film pour toutes les femmes du monde, Woman, je ne sais plus comment s'appelle le film, Yann Arthus Bertrand, très connu, et qui, alors encore une fois, efface toutes les victimes et qui dit ah oui, PPDA et quelques autres, oui, peut-être qu'ils ont fait des conneries, mais je les ai pas appelés depuis, je les connaissais bien, mais peut-être qu'il serait temps de leur pardonner. Alors il parle de lui-même, mais il va dire comme si. Comme s'il avait été violé. Voilà, et qu'il avait quelque chose à leur pardonner. Mais non, c'était très caractéristique d'un certain comportement, c'est-à-dire que d'abord, il venait dire qu'il avait quitté sa femme parce qu'elle était malade, qu'elle avait la maladie de Parkinson. Déjà, le fait que ça ne lui pose aucun problème de le dire comme ça, moi, ça m'interroge. Et c'est vraiment caractéristique du boys club, c'est-à-dire, bon, nous entre nous, et c'est un effacement total des victimes. Alors après, il s'est fendu d'un petit mot d'excuse qu'il a répété, où il s'excuse lui-même, et bon, on n'existe toujours pas. Enfin, voilà, c'est une façon d'effacer totalement les femmes de son paysage. Ce qui compte, c'est ses amitiés masculines, point. Et il trouve que ça y est, c'est bon, on va en faire un point. Il peut pardonner lui, mais pardonner quoi? Oui, et puis c'est l'idée qu'il efface les femmes de son histoire, et pourquoi alors qu'il a fait un film qui a eu beaucoup de succès, peut-être plus que beaucoup de films faits par des femmes et plus intéressants, voilà, qui s'appelle Woman. Voilà, bon, je regarde en même temps voilà, si tu veux enchaîner, du coup, je regarde, voilà. C'est ce qu'on entend aussi, beaucoup de victimes s'entendre dire, mais attends, il faut tourner la page.
C'est aussi Ça, on l'a cette- beaucoup entendu, ne t'enferme pas dans cette Voilà. histoire, c'est pas bon pour toi. C'est-à-dire que tout le monde sait à votre place ce que Exactement. vous devez penser et, et c'est bienveillant. Et c'est ça qui est terrible. Enfin, ça se C'est-à-dire veut que, bienveillant. oui, mais c'est encore plus difficile de Bien répondre. sûr. C'est- Mais quand il y a une injonction au pardon de la part, de sa part, c'est aussi une façon, c'est comme le mécanisme de prescription, tout ça, c'est bon. La société ne veut pas avoir ça, on oriente tout vers la poubelle. La prescription, on oriente vers la poubelle, le classement sans suite, on oriente vers la poubelle, il faut tourner la page, on oriente vers la poubelle. Alors, c'est la poubelle de la mémoire, mais quand même, à chaque fois, c'est ne pas traiter les violences pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles font aux victimes, et permettre à l'agresseur d'échapper à sa responsabilité. Parce que quand il parle de pardon, avant même qu'il y ait eu une responsabilité qui a été prononcée, le pardon, il vient après et il appartient effectivement qu'à la victime. Et il y a quelque chose aussi qu'on voit beaucoup, et même sous forme d'insulte, c'est-à-dire la présomption d'innocence. Enfin, soi-disant, on aurait bafoué la présomption d'innocence en parlant. Alors d'abord, la présomption d'innocence, ça n'empêche pas de témoigner, que je sache. C'est l'expression. Et puis dans cette affaire particulière, moi j'en avais marre d'entendre ça. Je me disais, mais en quoi j'attaque la présomption d'innocence en témoignant? Et donc je me suis arrêtée sur ce mot présomption. J'ai demandé à un ami qui est mathématicien de me faire un petit calcul statistique, c'est-à-dire on est 45 femmes à avoir raconté à la justice ce qui nous était arrivé en croisant. Cet homme, lui, dit qu'on est toutes des menteuses et toutes des fausses victimes. Je lui dis, voilà, les études, c'est entre 2 et 6% de menteuses. On va aller à 10 pour faire très très large. Donc on est 45, il y a 10% de femmes qui mentent, et lui, il dit qu'on est toutes des menteuses. Quelle est la probabilité mathématique pour qu'ils disent la vérité? Il me dit, bah, c'est très facile, c'est 1 sur 10 puissance 45. Donc moi, 10 puissance 45, ça ne me disait rien. Je lui explique-moi ce que c'est 10 puissance 45, ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est quel ordre de grandeur? Il me dit, c'est le nombre de molécules d'eau sur la Terre. C'est une molécule d'eau parmi toutes les molécules d'eau sur la planète. Ou c'est comme gagner 6 fois de suite les bons numéros au loto. Et bien sûr que personne ne croit qu'on peut gagner 6 fois de suite les bons numéros au loto. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du loto, ni même dans l'histoire des paris en général. Et donc, la justice préfère faire comme si, parce que la justice ne croit pas qu'il est innocent, mais elle fait comme si cette molécule d'eau était la seule qu'il fallait regarder. Il faut effacer tout le reste. C'est-à-dire que la présomption d'innocence dans ce cas-là, c'est, je sais pas, c'est une absurdité. C'est-à-dire, c'est croire quelque chose qui n'est mathématiquement pas possible. Alors, c'est pas la pour moi, c'est pas la présomption d'innocence qui est une absurdité, c'est l'absence de moyens mis pour renforcer vos plaintes. C'est-à-dire que qu'il soit présumé innocent, qu'il ait le droit à un procès équitable, moi ça me va très bien, mais qu'il y ait procès. C'est ça le problème. C'est qu'au nom de la présomption d'innocence, on silencie tout le monde. Et c'est une injonction au silence aussi pour vous. Bien sûr, et on nous le répète beaucoup. Voilà. Et puis derrière, on se contente de ça sans voir que ça n'est qu'un principe procédural qui va garantir à la personne qui est accusée le droit à un procès juste, équitable, etc., par un tribunal impartial indépendant. Mais ça, c'est contesté par personne. Et et cette vision-là de la présomption d'innocence, elle est pensée elle est traduite socialement comme on n'a pas le droit de dénoncer quelqu'un, on n'a pas la preuve absolue, l'enregistrement, l'ADN, le truc. Sinon, on atteint à sa présomption d'innocence. Donc, on doit se taire, ce qui marche bien. Ça fait peur aux gens aussi. Et donc, mettons les moyens dans la justice pour que ces procès aient effectivement lieu et que vous ayez aussi droit à accès au tribunal, juste indépendant, impartial, etc. Le problème, c'est qu'on n'arrive même pas à cette étape du procès. Et pourtant, 45 femmes, c'est une. C'est absolument une preuve. Et par ailleurs, en probabilité, mais c'est pas que en probabilité. Alors c'est super impressionnant quand tu le dis comme ça, parce qu'évidemment, 6 fois le loto, 6 fois non, ok. On voit bien que c'est totalement improbable. Pour autant, c'est peut-être important que notre justice pense que on va quand même faire comme si. Mais c'est pas que ça le problème. C'est pas qu'elle fait que comme si. Elle fait comme si vous mentiez complètement. Elle fait comme s'il était innocent. Elle ne voit que la molécule d'eau sur toute l'eau de la Terre. Oui, mais ce qui n'est le cas et n'est invoqué que dans les affaires
de violences Majoritairement, absolument. contre les femmes, enfin très majoritairement les Sinon, actes de c'est violence les abus de contre biens les sociaux femmes. aussi. Euh, C'est les deux contentieux, c'est intéressant d'ailleurs. ouais, c'est intéressant. Comme la dénonciation calomnieuse. Dénonciation calomnieuse, je la retrouve. Donc le fait que des agresseurs se retournent contre les plaignantes en disant qu'elles ont déposé plainte faux, en sachant que le fait qu'elles dénoncent est faux, c'est le contentieux de toutes les violences sexuelles et c'est le contentieux du droit pénal des affaires, abus de biens sociaux. Puis après ça, dans la présomption, il y a qu'est-ce qui compte comme preuve. C'est-à-dire que quand vous êtes 45 femmes, ça devrait être une preuve recevable, ce qui est pour l'instant pas. Ça rejoint ce qu'on disait au départ, comme on n'a pas d'action collective. On saucissonne et Voilà. Alors, on a une réflexion et une question. La première, c'est de Claudine Le Gardinier. Être une femme connue ou plus ou moins connue ne suffit pas à faire entendre et reconnaître les violences subies. On se demande alors comment les survivantes de la prostitution pourraient accéder à la reconnaissance de ce qu'elles vivent, elles qui vivent toujours cachées derrière des masques et des pseudos, parce qu'elles n'ont pas le choix, voilà, elles ne peuvent pas faire autrement. Et effectivement, toutes celles qui ne sont pas du tout connues aussi. Mais il y a deux choses que j'allais dire là-dessus. D'abord, ça rejoint l'inégalité testimoniale et une femme prostituée, effectivement, on ne la croit plus, on ne croit plus sa parole, il n'y a aucune raison, enfin voilà. Et que je suis une femme plutôt privilégiée, etc. C'est pas pour ça qu'on peut-être on me croit plus, mais enfin ça n'a pas été si facile non plus. Et l'autre chose, c'est que tout ça fait que on se tait, voilà, par précaution, par prudence, pour pas abîmer sa vie, voilà, on se tait. Donc ça fait la stratégie des agresseurs. Et effectivement, pour ces femmes qui cumulent tous les systèmes d'oppression, en général d'origine étrangère, évidemment dans une très grande précarité économique, en général victimes de violences dans l'enfance, quand on cumule tout ça, pour qu'elles puissent arriver à dévoiler les violences. Pour me décrédibiliser, Patrick Poivre d'abord et d'autres gens autour de lui ont beaucoup fait courir ce truc traîner, salope, putain. C'est-à-dire que justement, dès qu'on parle des violences sexuelles, on est ou une menteuse ou une pute. Et comme ça, on ne nous entend plus. Donc voilà, c'est un serpent qui est très efficace. Oui. Alors, il y a une question de Mathilde aussi. Peut-être que c'est Catherine qui y répondra, on verra. Enfin, celle qui veut répond, de toute façon. Pouvez-vous développer sur le rapport prostitutionnel que PPDA avait aux femmes qui étaient ses salariés, à savoir que la contrepartie financière, ici le salaire, justifie la mise à disposition du corps d'autrui et la violence sexuelle que l'agresseur lui inflige. Alors, on a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, Catherine. Alors, toutes n'étaient pas ses salariés, il faut dire aussi. Toutes n'étaient pas ses salariés et toutes les salariés de TF1 n'étaient pas dans sa ligne de mire. Il s'attaquait à une catégorie particulière de salariés, plutôt les jeunes femmes, plutôt les journalistes débutantes, etc. Il y avait dans la hiérarchie de TF1 des femmes qui étaient très solidement installées et qui n'étaient pas menacées. Mais les hommes et ces femmes-là n'étant pas menacés du tout, ils ont eu beaucoup de mal aussi à voir les risques ou en tout cas à les prendre en compte et ils ont fait beaucoup pour que la chose devienne possible pour lui. Alors ça, c'est vraiment quand même pour le coup hyper connu dans la stratégie de l'agresseur, le choix d'une victime qui ne pourra pas bénéficier de la solidarité des autres, qui est jeune, qui est éventuellement vulnérable, éventuellement souffre d'une maladie. Voilà. Il s'attaquait beaucoup aux femmes anorectiques, etc. Donc ça c'est en fait, moi je dis toujours que c'est la lâcheté aussi de l'agresseur qui va jamais s'attaquer à quelqu'un dont il pense qu'il va avoir du fil à retordre. Il choisit ses victimes en fonction, sauf ceux qui aiment ça particulièrement. Catherine, tu voulais par rapport à la question de Mathilde, c'est la certitude qu'il a un droit d'accès à l'intimité d'une femme. En fait, il ne se pose même pas la question. L'autre n'existe pas. Il a un droit d'accès, il fait il impose les viols, il en est convaincu. Et souvent, les jeunes femmes, on disait tout à l'heure, quand je citais l'employeur qui dit j'ai bien le droit quand même, dès qu'il y a la moindre sentiment de redevabilité ou le moindre rapport de pouvoir, alors institutionnel quand c'est le supérieur hiérarchique,
Mais quand on mentionnait la jeune fille qui vient pour présenter son livre, qui est en admiration devant lui, etc., déjà, il a le pouvoir sur elle et donc, il sait qu'il va pouvoir le faire. Enfin, c'est pour ça qu'on ne parle pas de consentement dans toutes ces situations-là. Il n'en est même pas question, ça ne l'intéresse pas. Il est dans une logique où je prends et j'ai le droit, et il se trouve que par mon pouvoir me donne un droit d'accès en toute impunité. Donc pourquoi je m'en priverais? Et le rapport avec la prostitution, c'est que contre de l'argent, j'ai un droit d'accès à des personnes prostituées. Donc j'ai le pouvoir d'acheter l'accès à l'activité, l'usage sexuel d'une personne. Voilà. Or, ce qu'on veut, c'est une société où personne n'a le droit d'accès à l'intimité de l'autre, à titre marchand ou à titre de pouvoir ou quelque chose, tant qu'il n'y a pas été autorisé. Et effectivement, dans la prostitution, ce que disent, enfin, c'est une phrase que j'ai toujours en tête d'un témoignage, c'est il paye, il fait ce qu'il veut. PPDA, c'est le roi soleil, il fait ce qu'il veut, Oui. en fait. Voilà. Alors, on a une question de Isabelle Thioleux aussi. Bonsoir Isabelle. Hélène, vous avez trouvé du soutien après votre témoignage, des soutiens de diverses natures, j'imagine. Est-ce que vous pouvez dire si les soutiens féministes vous ont aidé de façon particulière ou pas, si la lecture féministe des violences sexuelles a été d'une aide particulière? Alors, je dirais qu'en lisant le livre, on pense que oui. Elle a été extrêmement précieuse, ma Catherine, déjà, que j'ai rencontrée quand j'étais en train de terminer ce livre avant qu'il sorte et qui a bien voulu le lire et qui m'ont beaucoup aidée. Mais aussi des interventions comme le webinaire sur la présomption de consentement. J'ai beaucoup lu pour comprendre d'abord ce qui nous arrivait. C'est-à-dire que moi, je suis partie en étant vaguement, voilà, vaguement informée, mais enfin vraiment très vaguement. Et derrière, je pense que sans les soutiens et théoriques et amicaux et au-delà de ça, sans même l'existence je sais pas, d'une espèce de solidarité féministe, je sais pas comment je serais sortie. Donc oui, énorme, énorme, y compris des webinaires comme celui-ci, voilà, toute l'effort de pédagogie qui est fait dans voilà, l'édition. Il y a énormément de livres qui sortent et certains alors, ont été très très utiles. J'ai lu beaucoup Catherine McKinnon, Andrea Dworkin, Laure Murat. Je ne sais pas, je peux même pas toutes les citer parce que j'aurais l'impression d'en oublier. Et même dans celles qui aujourd'hui, voilà, il y a eu avant mon livre, il y a eu Camille Kouchner, il y a eu Vanessa Springora, il y a eu voilà, et c'est des femmes qui ont réussi à faire entendre quelque chose en sachant que celles qui ont vraiment changé le monde, par exemple, qui ont changé les lois, etc., par exemple, ou Flavie Flamand aussi, c'était toutes des histoires sur des mineurs. Et je pense qu'on veut bien entendre les violences, les agressions sur des mineurs, entendre que c'est terriblement mal parce qu'il y a l'image qu'un enfant c'est innocent, etc. Quand on est des femmes adultes, comme je l'étais quand j'ai été agressée, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui encore. Et pour autant, les victimes mineures et les enfants sont particulièrement silenciés et ont souvent parlé, on ne les a pas entendus. Donc voilà, il y a les deux côtés. Là, je pense qu'il y a un décalage entre la société qui va admettre qu'effectivement, il faut protéger les enfants et certaines institutions politiques, certains juristes qui ont eu beaucoup plus de mal à admettre cette nécessité de traduire la protection dans le droit. On voit la loi du 21 avril 21 qui pose donc un interdit d'actes sexuels entre un adulte et un enfant de moins de 15 ans, s'il y a 5 ans d'écart d'âge, clause que l'on doit à notre ministre de la Justice, qu'il faudrait faire sauter. Cette loi, elle est venue après des décennies de combats des associations féministes et des associations de protection de l'enfance. Alors que quand on expliquait, quand on disait aux gens dans la rue que la loi sur le viol, c'était la même pour un majeur ou pour un mineur, ils disaient mais c'est pas possible. Donc il y avait vraiment un décalage entre les juristes, le pouvoir juridique, et les personnes, voilà, en général. Mais il faudrait peut-être dire un mot de la Civise, qui est magistralement tenue par Édouard Durand et qui risque de disparaître, tout simplement. Ça serait absolument scandaleux.
Oui, parce qu'on a encore, évidemment, on est au tout début en fait, de la visibilisation de ces violences-là. J'avais une question qui rejoint dans le prolongement de ça, Elisabeth Thiele. C'est toutes ces compétences, tout ce travail que tu as fourni de recherche, etc. Est-ce qu'il a été partagé dans votre groupe? Est-ce que vous avez eu entre vous des séances de lecture collective, de réflexion collective? Alors, pas sur le livre, parce que le livre, j'ai fait lire à chacune Oui. les parties qui les concernaient. Enfin, voilà, et ça me semblait la moindre des choses, mais je ne leur ai pas fait lire le livre intégralement. D'abord parce qu'il ne fallait pas que le manuscrit circule, il y avait les risques de diffamation. Enfin voilà, c'est pas non plus, c'était pas facile à sortir. Et entre nous, il y a d'une certaine façon, comme on est tellement nombreuses et puis on représente aussi différents courants de la société française, pour faire simple, je veux dire qu'il y a des femmes de droite, des femmes de gauche, et des femmes qui sont plus ou moins, enfin voilà, qui n'ont pas la même approche du féminisme, mais je dirais que petit à petit ça bouge et qu'on s'est toutes un peu radicalisées dans le combat. D'accord. Voilà. Vous avez développé une compréhension commune des violences aussi. On a développé une compréhension commune. Après, il reste des façons différentes de l'aborder, sur ce qu'il est bon de faire, sur la façon de combattre, sur la façon de parler, sur ce qu'il faut manifester, pas manifester, avec quel groupe on peut s'associer ou pas. Chacune est libre de ses choix. Mais globalement, on a toutes énormément progressé. Et alors, moi, ça m'évoque il y a 15 ans, quand je commençais à plus réfléchir à la question des violences masculines contre les femmes, parler du viol, montrer un film à Femmes en résistance sur le viol dans les communautés afro-américaines aux États-Unis, un film extraordinaire. À l'époque, j'en avais jamais vu de pareil. Et là, j'ai vu par des réactions d'amis qui n'étaient pas du tout dans le milieu féministe, pas du tout du même bord politique que moi, pas du tout dans ce que vous dites, l'habitude de militer, de manifester, etc. Mais ce vécu commun entre toutes les femmes qui, c'est des violences de viol et des violences sexuelles à un moment de leur vie, faisait c'était vraiment ce qui faisait communauté de femmes et compréhension que oui, là, il y a quelque chose qui ne va pas et d'une espèce de libération du fait d'entendre d'autres dire, pouvoir le dire. Je peux dire, j'ai beaucoup appris par effectivement tout le travail des féministes, voilà, qui est un millefeuille, qui est toujours à recommencer, qui est encore en train de se faire. Enfin, la théorie, le corpus se fabrique en permanence et bute toujours. On peut même se dire que ça se répète tellement, on bute contre les mêmes choses, mais à chaque fois, il y a une nouvelle voie d'entrée, une idée qui passe, etc. Mais l'essentiel, c'est les autres femmes de cette histoire qui m'ont appris. C'est-à-dire l'essentiel, c'est nos conversations, c'est comment voilà, une telle a réagi de telle façon, une autre de telle autre façon, et pourquoi, et comment. Et avec à chaque fois de se dire, c'est-à-dire qu'il y avait entre nous aucune mise en doute des faits, aucune mise en doute de la complexité qu'on avait eue à comprendre cette histoire et qu'est-ce qu'on en avait fait. Et on n'en a pas toutes fait la même chose. C'est aussi ça que je raconte dans les... C'est-à-dire que l'essentiel, je l'ai quand même appris avec elle. Donc ça rejoint exactement ce que vous disiez sur le vécu. Alors, j'ai deux remarques qui sont venues, enfin une remarque et une question. Une sur le président de la République, j'y viendrai après. Et l'autre de Annie, suite à la question de Mathilde, disant que plutôt que rapport prostitutionnel, peut-être qu'on pourrait utiliser le terme de chantage économique à des fins de viol, ou même viol blanchi par l'argent, pour analyser cette intrication brutale entre argent et violence sexuelle masculine, y compris dans la prostitution. C'est intéressant. Merci, Annie. Voilà, et effectivement, le viol blanchi par l'argent, ça parle pas mal. Je vais vous mettre des liens que je vous ai promis tout à l'heure dans le chat en même temps et poser donc la question suivante à propos de ce qu'a fait le président de la République, sa posture en maintenant dans son gouvernement des personnes accusées de violences sexuelles, n'a-t-elle pas rendu inaudible la voix des victimes ?
en tout cas l'application des lois qui protègent les victimes, c'est moi qui le rajoute, et le soutien de la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes a banalisé les violences sexuelles en renvoyant aux victimes « Nous ne vous croirons pas ». Alors, je peux dire quelque chose sur le président de la République, parce qu'il est allé beaucoup plus loin que ça. J'en parle dans mon livre, mais c'est quelque chose qui m'avait outré c'est sur sa photo officielle. Il y a vraiment chaque détail est soigné, léché, etc. Donc, il est debout devant son bureau, et sur son bureau, il y a 3 livres. Il y a ouvert le livre du général de Gaulle, pour la place dans l'histoire, pour la résistance, pour l'importance, on va dire, de la France dans le monde. On comprend très bien pourquoi il fait référence. Il y a Stendhal, je pense, pour le rouge et le noir. Déjà là, on peut s'interroger sur qu'est-ce que c'est fondamentalement l'histoire du rouge et le noir. Et il y a André Gide. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé. Voilà, André Gide, qui est un pédocriminel revendiqué, qui a raconté dans Si le grain ne meurt, qui est son autobiographie, comment il allait violer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, le petit Mohamed, avec son ami Oscar Wilde, qui décrit dans le détail ce qu'il faisait, ce que ses copains lui faisaient, etc. Et c'était un livre, comme on a oublié d'où on vient, qui était au programme du bac à une époque. C'est-à-dire, c'est vraiment la glorification de la pédocriminalité. Et c'est cet auteur-là que Emmanuel Macron a choisi parmi les centaines de milliers d'auteurs français qui pouvaient choisir pour le représenter. Il a choisi un pédocriminel revendiqué et qui continue voilà, à jouir d'une impunité totale, alors même qu'il raconte ses crimes. Il aurait pu prendre Gabriel Maznef à ce tarif-là, c'est pas très différent, quoi. Et donc, voilà, après tout son comportement avec ses ministres, alors, je sais pas, de Nicolas Hulot, il disait les accusations me laissent de marbre. Marbre, c'est siècle, ça glisse. Gérald Darmanin, il a dit on est discussion d'homme à homme et tout va bien. Voilà, quand il dit l'égalité homme-femme, c'est la grande cause nationale, dans les faits, tout démontre le contraire, y compris, je le racontais, de mobiliser la police pour censurer une librairie qui présente mon livre, y compris, voilà, on n'a pas eu aucun soutien, nous, dans cette histoire, de la part d'aucun des membres du gouvernement. Quant aux réactions que ça provoque, on pourrait imaginer que ça nous met très en colère aussi, et donc que ça nous fait redoubler de combativité. Non, c'est vrai que pour les jeunes, ça a quand même un effet terrible. Pourquoi j'irais faire confiance aux institutions alors qu'on a un ministre de l'Intérieur qui est mis en cause pour viol? Et c'est une vraie question. Là, quand je pense aux jeunes, je pense aux mineurs, dans les lycées, qui ont été victimes de viol et qui ne voient pas l'institution policière judiciaire comme étant une ressource possible. Donc ça a un impact extrêmement délétère aussi sur la confiance dans nos institutions. Et après ça, on va faire des sondages et s'interroger pourquoi, diable, les Françaises et les Français n'ont pas confiance en leur justice. Effectivement. Bon, je pense qu'on a bien dit plein de choses, c'était passionnant. D'ailleurs, j'ai Eliane Viennot qui dit brava à toutes et merci. Isabelle, bravo, vive la radicalité, on est d'accord. Je vous recommande donc maintenant de lire le livre d'Hélène Impunité aux éditions du Seuil. J'ai mis le lien vers les éditions, je crois, dans le chat, ainsi que celui vers les éditions X, et puis les différents liens pour le mouvement du Nid, dont celui sur lequel sera posté normalement d'ici 2 jours le replay, mais de toute façon, vous l'aurez, vous recevrez un mail pour vous donner le lien, et les personnes qui étaient inscrites et qui n'ont pas pu venir, et celles qui sont inscrites et qui sont là. Merci beaucoup, Catherine et Hélène, merci beaucoup d'être venues parmi nous. Et merci à toutes et tous de nous avoir suivis.